On a tous déjà vu les gros titres, pas vrai? Un artiste signe un contrat pour des millions, on voit les voitures de luxe, les maisons de rêve, et puis, quelques années plus tard, c'est la douche froide, la faillite. Comment est-ce possible? Comment des artistes qui semblent au sommet du monde peuvent-ils absolument tout perdre? Eh bien c'est ça, le piège financier de la musique. Et aujourd'hui, on va le démonter pièce par pièce. Cette citation, elle touche vraiment au cœur du problème. Parce qu'avant même de parler de contrat ou d'impôt, tout commence par une pression très humaine. Ce besoin, presque cette obligation de montrer qu'on a réussi. Et ça passe souvent par le fait de récompenser la famille, les amis, tous ceux qui étaient là avant le succès. C'est un geste qui part d'une bonne intention, bien sûr, mais c'est souvent la toute première fissure dans un barrage financier qui est déjà bien plus fragile qu'on l'imagine. Et attention, ce n'est pas juste une anecdote. Pour bien saisir l'ampleur du truc, on va faire un petit détour par le sport pro. Prenez la NFL, le football américain. 8 anciens joueurs sur 10, je répète, 8 sur 10, se retrouvent en galère financière ou carrément en faillite dans les 5 ans qui suivent leur retraite. C'est un chiffre absolument hallucinant. Et ça nous prouve que le problème, ce n'est pas juste une ou deux personnes qui gèrent mal leur argent, c'est un vrai système. Alors voilà la question qui vaut de l'or. Dans le même milieu, avec les mêmes règles du jeu, comment se fait-il que certains artistes finissent sur la paille alors que d'autres bâtissent des empires colossaux? Clairement, le talent seul ne suffit pas. En réalité, il y a deux chemins bien distincts. Et on va commencer par explorer le premier, celui qui mène tout droit à la ruine. Alors, comment est-ce possible? Comment, avec des disques de platine accrochés au mur et des contrats à des millions annoncés partout, un artiste peut se retrouver avec plus rien? C'est une histoire malheureusement très, très classique. Et voilà, ça commence ici. La toute première erreur, c'est de croire que le gros chiffre écrit sur le contrat, c'est l'argent qui va atterrir sur le compte en banque. Mais en fait, pas du tout. C'est une pure illusion. Une illusion dangereuse qui pousse à dépenser de l'argent qu'on n'a pas encore et qu'en réalité on ne touchera peut-être jamais dans son intégralité. Ce tableau, c'est l'exemple parfait de cette fonte des glaces financières. On part d'un contrat de 10 millions de dollars, regardez bien. Hop, d'un coup, plus de 5 millions s'envolent rien qu'en impôts fédéraux et locaux. Ensuite, on ajoute des taxes spécifiques, comme la jog tax, que les athlètes payent dans chaque état où ils jouent. On enlève la commission de l'agent, les dépenses pour la carrière. Et à la fin, sur les 10 millions de départ, il reste moins de 4 millions. Plus de 60% de la somme a tout simplement disparu avant même d'arriver. Ce commentaire, il tape en plein dans le mille. La valeur nette qu'on voit dans les magazines, ce n'est pas du cash. C'est une estimation de la valeur d'une maison, d'un catalogue de chansons. Ce n'est pas de l'argent disponible pour payer les factures à la fin du mois. Confondre les deux, c'est un peu comme croire que la valeur de sa maison, c'est la même chose que le solde de son compte courant. C'est une erreur qui coûte très, très cher. Bon, mais alors où va cet argent qui reste? Eh bien, il disparaît souvent très vite. D'abord dans des dépenses extravagantes, comme des voitures de luxe qui perdent la moitié de leur valeur en sortant du garage. Ensuite, il y a l'entourage. MC Hammer, par exemple, avait 200 personnes sur sa liste de paix. Et bien sûr, il y a les mauvais contrats, conçus pour que le label soit toujours le premier à se servir, et les investissements foireux, comme T-Pain qui a réussi à perdre une fortune estimée à 40 millions de dollars. Et comme si tout ça n'était pas assez compliqué, un véritable tsunami technologique est arrivé et a complètement rebattu les cartes. Oui, le streaming a sauvé l'industrie de la musique, mais pour les artistes, à quel prix? Cette frise chronologique parle d'elle-même. On a l'âge d'or du CD en 1999. Et puis, c'est le crash, le piratage, Napster, l'industrie s'effondre. Entre 2001 et 2015, c'est une chute libre de 62% des revenus. C'est énorme. La remontée ne commence vraiment qu'avec l'arrivée du streaming. Sauf que le modèle économique, lui, a été changé à tout jamais. Et cette phrase de Taylor Swift en 2014, quand elle a décidé de retirer toute sa musique de Spotify, ça a été un vrai coup de tonnerre. Elle a mis des mots sur ce que beaucoup d'artistes pensaient tout bas. Ce sentiment que le nouveau modèle, celui qui sauve l'industrie, ne récompense tout simplement pas les créateurs de manière juste. Face à cette crise, les labels ont dû se réinventer. Ils ne pouvaient plus se contenter de vendre des disques. Ils sont devenus des investisseurs en capital risque. Et leur réponse, ça a été le contrat 360. L'idée, ce n'est plus d'investir dans un album, mais d'investir dans une sorte de start-up, l'artiste lui-même. Et la différence, elle est radicale. Avant, c'était simple. Le label payait pour un album et il prenait un pourcentage sur les ventes de cet album. Point final. Avec le contrat 360, le label prend une part sur absolument tout. La musique, bien sûr, mais aussi les concerts, la vente de t-shirts, les contrats avec des marques, les droits d'auteur, tout. Le label devient en quelque sorte un actionnaire de la carrière complète de l'artiste. Ce graphique, c'est le nouveau partage du gâteau. Regardez bien, les tournées, qui sont souvent la principale source de revenus pour un artiste, sont maintenant partagées avec le label. Pareil pour le merchandising, les t-shirts, les casquettes. La musique en elle-même n'est plus qu'une part du gâteau, et le label a un doigt dans chacune des autres parts. Et là, on arrive au mécanisme qui verrouille tout le système. La cross-collatéralisation.
c'est un mot barbare pour une idée assez brutale. Ça veut dire que tous les revenus de l'artiste vont dans un seul et même pot. Et ce pot sert d'abord à rembourser toutes les avances du label. Pour faire simple, imaginez qu'un artiste fasse une tournée triomphale qui rapporte 2 millions. Super, mais si son album qui a aussi coûté 2 millions à produire est un flop commercial, eh bien l'argent de la tournée va servir à rembourser les pertes de l'album. Résultat, l'artiste ne touche pas un centime, même sur son succès. Le succès paye pour l'échec. Alors, face à un système pareil, comment certains font-ils pour non seulement survivre, mais carrément prospérer? C'est là qu'on aborde le deuxième chemin, celui des artistes qui ont compris les nouvelles règles du jeu et qui les ont retournées à leur avantage pour bâtir de vrais empires. Ces deux images, elles résument parfaitement les deux philosophies. D'un côté, on a la poursuite de la gloire, des flashs, du bling-bling, tout ce qui brille mais qui ne dure pas. Et de l'autre, on a une vision à long terme, un plan stratégique, la construction patiente de quelque chose de solide, brique par brique. Voilà le déclic, le changement total de perspective. Pour ceux qui bâtissent des fortunes durables, la musique n'est plus la destination finale, c'est le point de départ. C'est un levier, un outil marketing surpuissant pour construire bien plus grand. Un portefeuille d'entreprise, des marques, des actifs qu'ils possèdent et qu'ils contrôlent à 100%. L'exemple ultime, c'est Jay-Z. La musique a été sa rampe de lancement, mais regardez son empire aujourd'hui. Ça va tellement plus loin. Des labels de musique, oui, mais aussi des marques de champagne et de cognac de luxe, des clubs, des collections d'art et même des investissements dans des géants de la tech comme Uber ou SpaceX. C'est une diversification à une échelle complètement folle. En fait, ce que des artistes comme Jay-Z ou 50 Cent ont réussi à faire, c'est de transposer la mentalité du hustler, cette débrouillardise apprise dans la rue, au monde des affaires. Le schéma est presque toujours le même. Identifier une opportunité, créer une marque, contrôler la production et la distribution, faire grandir le tout, et à la fin, revendre avec un profit gigantesque. L'exemple de 50 Cent qui a vendu ses parts de Vitamin Water à Coca-Cola est un cas d'école. Au bout du compte, tout se résume à ça. C'est un changement de mentalité. Arrêtez de courir après l'argent rapide et commencez à planter des arbres qui donneront des fruits pendant des décennies. Il s'agit de passer d'une logique de consommation de la richesse à une logique de création de patrimoine sur le très long terme. Alors, quelle est la grande leçon à tirer de ces deux parcours si différents? La conclusion, elle est assez claire. Aujourd'hui, avoir du talent, c'est la base, c'est la condition sine qua non, mais ça ne suffit plus. Pour survivre et surtout pour prospérer financièrement, les artistes doivent aussi devenir des entrepreneurs, des stratèges. Les deux casquettes, celle de l'artiste et celle du chef d'entreprise, sont devenues complètement indissociables. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question fondamentale. Face à des contrats aussi complexes, face à un système qui demande d'être à la fois un créateur génial et un PDG expert, est-ce que c'est vraiment juste d'attendre ça des artistes? Ou est-ce que le système lui-même n'est pas devenu trop déséquilibré? C'est une question qui mérite d'être posée.